Donc je vous propose de démarrer cette conférence. Merci à toutes et à tous d'être présents ce matin. Donc je vais démarrer avec quelques mots, vous présenter les intervenants ensuite. Météo France, c'est d'abord des femmes et des hommes, des chercheurs, des prévisionnistes, des ingénieurs, des techniciens qui vous accompagnent au quotidien, des agents qui sont investis, passionnés, passionnants, et engagés à vos côtés donc au quotidien pour vous permettre de faire face à des défis météorologiques qui s'intensifient du fait du changement climatique. Le changement climatique nous demande de nous adapter à une France à presque 2 degrés, 2,7 degrés en 2050, donc dans 25 ans, et 4 degrés en fin de siècle. Des défis majeurs qui nous amènent chez Météo France à développer des services, un ensemble de services pour vous accompagner dans ces défis. Et on va commencer cette conférence par une présentation d'Aurélie Poyet, responsable de la thématique îlots de chaleur urbain à la direction des services météorologiques de Météo France. Aurélie. Merci Franz. Donc je vais vous présenter le service Climadiac Chaleur en Ville, donc qui est le service que propose Météo France pour accompagner les collectivités dans leur démarche d'adaptation face à la problématique de surchauffe urbaine. Donc quand on parle de surchauffe urbaine, en fait, ça traduit l'influence de la ville sur l'atmosphère environnante. Et l'un des phénomènes les plus caractéristiques de cette surchauffe urbaine, c'est le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Donc ce phénomène d'îlot de chaleur urbain, c'est le fait qu'il va faire plus chaud en centre-ville qu'à la campagne la nuit. Donc c'est cette bulle de chaleur en fait qui va se former la nuit au-dessus des agglomérations et qui est liée au fait que, bien, en journée, les matériaux urbains vont stocker l'énergie solaire qui est reçue tout au long de la journée. Et une fois le soleil couché, ils vont restituer cette énergie sous forme de chaleur à l'air ambiant, ce qui va limiter la diminution de la température. A contrario, à la campagne, eh bien, en journée, l'énergie est directement consommée par les végétaux, donc il n'y a pas d'énergie solaire stockée. Et donc, une fois que le soleil se couche, eh bien, la température va pouvoir eh bien, descendre rapidement, d'où cet écart de température entre ville et campagne. Donc ce phénomène, il va pouvoir s'observer tout au long de l'année. Donc là, si on prend l'exemple de l'année 2021 sur l'agglomération parisienne, eh bien, on a observé une température minimale moyenne sur Paris qui était supérieure de 2 à 3 degrés par rapport aux zones plus périphériques de la région. Et donc ce phénomène, il va s'accentuer en période caniculaire. Donc là, par exemple, on a observé une différence de température de l'ordre de 8 degrés lors de la canicule d'août 2003 entre Paris et Évry. Donc Paris est évidemment l'agglomération où le phénomène d'îlot de chaleur urbain est le plus marqué en France, mais évidemment les autres agglomérations, les autres villes, les autres métropoles sont également concernées par cette problématique. Alors, qu'est-ce qui va favoriser l'apparition d'un îlot de chaleur urbain ? Donc tout d'abord, évidemment, ça va dépendre des conditions météorologiques. Donc en conditions, s'il pleut, s'il y a du vent, il n'y aura pas de formation d'îlot de chaleur. En revanche, en conditions caniculaires, donc plus propices, donc, notamment donc, l'été, avec des journées fortement ensoleillées, des journées sans vent, là, on aura des formations d'îlots de chaleur urbain plus intenses. Et comme son nom l'indique, l'îlot de chaleur urbain, eh bien, il est inhérent en fait, à la présence de la ville. Et donc, sa formation va dépendre d'un certain nombre de facteurs, donc de la morphologie de la ville, donc quelle va être la densité des bâtiments, leur exposition, leur taille, mais également quels matériaux on va utiliser dans cette ville, donc selon les propriétés radiatives et thermiques de ces matériaux. Et puis le mode d'occupation des sols, donc selon si on va avoir des espaces végétalisés ou au contraire artificialisés. À un degré moindre, on observe un impact de la chaleur qui est lié aux activités humaines, donc les rejets de chaleur liés à la climatisation par exemple, trafic routier, mais ça va jouer un facteur inférieur par rapport
à ces éléments de morphologie, de propriété des matériaux et d'occupation des sols. Alors, ces îlots de chaleur urbains, donc ce phénomène, il n'est pas nouveau, il n'est pas lié au changement climatique. Donc, on a des descriptions de ce phénomène dans la littérature de la fin du 19e siècle, avec Maupassant, donc bien avant qu'on parle de changement climatique. En revanche, donc, l'effet du changement climatique combiné à l'îlot de chaleur urbain va venir accroître la vulnérabilité des villes et des habitants. Donc Météo France propose un service pour accompagner les collectivités dans leur compréhension de la surchauffe urbaine sur leur territoire et pour une meilleure adaptation. Et pour cela, donc, on réalise des études qui se basent sur une plateforme de modélisation de climat urbain à haute résolution. Donc cette plateforme, elle est issue des travaux de recherche. Elle bénéficie au fil de l'eau des avancées de la recherche. Et donc concrètement, cette plateforme est composée de 2 modèles numériques, 2 modèles physiques numériques, donc qui sont au centre de la figure ici. Donc un modèle atmosphérique de fine échelle qui va décrire les conditions météorologiques sur la ville, qui va être couplé à un schéma de surface. Et ce couplage entre les deux va permettre de bien décrire les interactions entre les différents types de couverts au sol, donc que ce soit des couverts de type urbain, ce qui va évidemment nous intéresser dans le cas présent, ou bien des couverts de type végétaux, ou bien des couverts aquatiques, etc. Et donc c'est bien cette interaction-là entre les deux qui va permettre de bien décrire les échanges, l'influence, en l'occurrence ici, de la ville sur l'atmosphère. Donc en entrée de ces modèles, on va prescrire des conditions météorologiques. Donc pour cela, on va choisir une situation météorologique passée, par exemple une situation caniculaire, ou bien une situation d'été normal, qu'on va donc jouer avec ce modèle. Et donc en entrée, évidemment, on va également prescrire les données d'occupation du sol, donc les fractions de bâtiments, les fractions de végétation, les fractions d'eau, les fractions de surface imperméable, la hauteur des bâtiments, etc. Donc on a un certain nombre d'indicateurs qui vont décrire donc la morphologie de la ville. Et donc en sortie de cette modélisation, on va avoir donc les paramètres météorologiques simulés donc sur cet épisode météorologique, sur ce périmètre de ville. Et donc on va pouvoir déduire de ces paramètres donc un certain nombre de diagnostics et d'indicateurs de la surchauffe urbaine, dont des indices de confort thermique et d'îlots de chaleur urbain. Donc on va pouvoir réaliser des cartographies d'îlots de chaleur urbain. Donc là vous avez un exemple sur la métropole de Strasbourg. Donc ce sont bien des cartographies d'écart de température entre chaque point de la ville et entre une température sur chaque point de la ville et une température de référence à la campagne. Et donc ces cartographies vont permettre de caractériser la structure spatiale de l'îlot de chaleur ainsi que son intensité. Donc là, sur la gauche, vous avez une représentation de l'îlot de chaleur urbain pour un épisode d'été normal, et à droite, pour un épisode d'été caniculaire. Donc on voit bien que selon les quartiers, on va être exposé différemment à cette problématique. Et on voit aussi qu'en été caniculaire, donc on retrouve un îlot de chaleur urbain plus marqué qu'en épisode d'été normal, donc de l'ordre de 4 degrés pour Strasbourg pour cet épisode. On va pouvoir également modéliser le confort thermique. Donc le confort thermique, c'est une sorte de température ressentie, donc qui va non seulement tenir compte de la température de l'air, mais aussi de l'humidité, du vent, du rayonnement. Donc on a tous fait l'expérience de passer entre un trottoir à l'ombre ou au soleil, on ne va pas avoir le même ressenti. Pourtant la température sera quasiment identique. Donc on va modéliser cet indice de confort thermique, et ce qui est intéressant avec cet indice-là, c'est qu'il est associé à une échelle de stress thermique, donc qui a été définie par les autorités sanitaires. Et donc on va pouvoir déterminer le temps passé ou les quartiers pour lesquels les habitants seront exposés à tel ou tel niveau de stress thermique. Donc là, vous avez un exemple de carte de représentation pour la métropole du Grand Paris, donc où on voit sur cet épisode d'août 2020, la nuit, les arrondissements de Paris intramuros exposés à un niveau de stress modéré. Alors, ce qui va être intéressant avec la modélisation, c'est qu'on va pouvoir modifier les données d'occupation du sol qui sont en entrée de notre modèle.
Donc modifier tout ça pour aller derrière chercher à évaluer l'impact de scénarios d'adaptation. Donc on va pouvoir jouer des scénarios de végétalisation, donc ajouter de la végétation à la végétation existante, ou bien désimperméabiliser, c'est-à-dire remplacer des surfaces imperméables telles que les routes et les trottoirs par des surfaces végétalisées, donc végétation haute, végétation basse, ou un mix des deux, choisir de les irriguer ou non. On va pouvoir également jouer sur les propriétés radiatives des matériaux urbains, donc par exemple modifier le caractère réfléchissant des façades, des toits, des routes, ou bien également ajouter des espaces aquatiques. Et donc en rejouant cette simulation avec ces modifications et en comparant avec la simulation de référence où la ville est actuelle, eh bien, on va pouvoir déterminer l'impact du scénario d'adaptation joué. Donc, par exemple, ici, vous avez un exemple sur la ville de Reims pour laquelle donc, on a étudié l'impact d'un scénario d'adaptation où on a remplacé les surfaces imperméables par de la végétation. Et donc, vous avez sur la droite la carte en bleu l'impact de cette stratégie d'adaptation sur l'îlot de chaleur urbain. Donc, on voit que ça vient diminuer l'ICU. Idem avec le confort thermique. Donc là, on est sur un quartier de la ville de Strasbourg qui a été donc modélisé à 100 mètres de résolution. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Notre plateforme de modélisation, elle tourne à une résolution pouvant aller jusqu'à 100 mètres. Donc là, à gauche, vous avez une représentation du confort thermique avec, dans la simulation de référence, donc en ville actuelle. Donc où on voit qu'il y a des petites zones avec un stress thermique modéré. Et sur la droite, c'est le résultat donc, de la simulation dans laquelle on a ajouté de la végétation et mis des matériaux réfléchissants sur les toits et les murs. Et donc on voit que on a enlevé, on a gommé ces zones où le stress thermique était modéré, donc on a amélioré le confort thermique. Donc, le service Climadiac Chaleur en Ville donc, ne se limite pas à produire simplement un diagnostic en climat actuel. Donc on va chercher également à se projeter en climat futur pour évaluer l'évolution de la température nocturne. Donc aux horizons pour chacun des niveaux de réchauffement de la TRAC, donc la trajectoire de référence de l'adaptation au changement climatique. Donc là vous avez un exemple sur la ville de Reims où donc on a modélisé l'évolution du nombre de nuits chaudes. Donc c'est ce qu'on appelle aussi les nuits tropicales, les nuits pour lesquelles la température minimale ne descend pas en dessous de 20 degrés. Donc on voit l'évolution, période de référence sur la gauche, et quand on arrive sur la droite, on est en climat fin de siècle. Donc on a de plus en plus de nuits chaudes. Et donc sur le bandeau du bas, donc ce sont la même chose, mais avec les nuits très chaudes, où là on a mis le seuil à 24 degrés. Donc on propose également des indicateurs globaux à l'échelle de la ville. Donc là c'est le nombre maximum de nuits chaudes et très chaudes. Donc on voit qu'en ville actuelle, on atteint de l'ordre de 70 nuits en fin de siècle, 70 nuits chaudes en fin de siècle sur la ville de Reims. Et puis donc on va pouvoir également évaluer l'impact de scénarios d'adaptation sur cette évolution de la température nocturne en ville, donc en ville modifiée, donc là sur la ville de Reims, donc en jouant donc la stratégie de désimperméabilisation par végétalisation, où là on voit l'impact, la réduction du nombre de nuits chaudes et très chaudes générées par cette stratégie. Donc là par exemple on voit qu'à horizon fin de siècle on va gagner 15 nuits chaudes sur Reims avec cette stratégie. Alors, ça me... Hop. Alors, évidemment, ça a été trop loin. Non, hop. Et la même chose sous forme de cartographie. Donc, où on peut voir donc, quartier par quartier, une résolution de 100 mètres. Donc, le gain apporté, le gain généré sur cette évolution du nombre de nuits chaudes et très chaudes à l'échelle de la ville de Reims. Donc, avant de passer la parole à Baptiste, donc simplement pour donc vous indiquer que donc, Climadiac Chaleur en Ville donc, bénéficie des atouts de la modélisation physique à haute résolution, donc jusqu'à 100 mètres. Donc on va pouvoir jouer des épisodes météorologiques passés et grâce à cela pouvoir quantifier de manière précise et absolue donc l'îlot de chaleur urbain, le confort thermique, donc tout ce qui va être lié en fait à la surchauffe urbaine, et également évaluer de façon quantitative l'impact de stratégies d'adaptation. Donc ce service, il est déclinable, donc afin de s'adapter aux besoins des collectivités. Et il a pour but vraiment d'éclairer les collectivités dans leur compréhension du phénomène de surchauffe urbaine sur leur territoire, et également d'éclairer donc le choix de leur politique d'adaptation pour
pour le futur. Voilà, j'ai terminé, je repasse la parole à Franz. Merci. Merci Aurélie. Donc vous l'avez compris, Climadia Chaleur en Ville, c'est une possibilité pour vous de prendre en compte les spécificités de votre territoire afin de définir les stratégies d'adaptation au changement climatique conformes à la TRAC. C'est un sujet évidemment très important. Encore une fois, comme le disait Aurélie, une TRAC à 2,7 et 4 degrés, plus 4 degrés en fin de siècle, on a le devoir de s'y adapter. Donc j'espère que vous serez convaincus. N'hésitez pas en tout cas sur ce sujet à venir nous rencontrer sur le stand. Il y a encore plein d'autres femmes et d'hommes qui seront heureux de répondre à vos questions spécifiques sur ce sujet. Un autre passionné, Baptiste Laurent, à qui je vais donner la parole dans quelques instants. Donc Baptiste fait partie est cofondateur de la société Vertuo, qui développe une solution qui permet de réduire le besoin en eau pour maintenir des aménagements végétaux dans la ville. Là aussi, un besoin d'adaptation. La ressource en eau fait partie des défis à venir. Donc d'avoir une solution qui permet là plutôt d'impliquer un îlot de fraîcheur urbain sur la journée reste quelque chose de très important. Il va pouvoir vous en parler dans 2 secondes. Donc Vertuo, qui est l'une des sociétés qui est incubée chez Météo France dans le Météo Fab. Baptiste, à toi la parole. Merci. Voilà, donc effectivement, donc, je suis le cofondateur de Vertuo. Vertuo, c'est une solution de végétalisation autonome en eau pour les villes. Donc en gros, une fois qu'on a fait le diagnostic avec Climadiag, on identifie des zones sur lesquelles on voit qu'il y a une grosse sensibilité à la montée de chaleur l'été, sur lesquelles en appliquant de la végétalisation, on voit qu'il y a un aspect grâce à l'évapotranspiration sur le rafraîchissement. Mais nous, on vient répondre à un enjeu qui est que dans toutes les villes, en gros, des zones tempérées du globe, c'est pas si facile que ça de revégétaliser, parce que parfois on a le sol qui est encombré, il y a des réseaux, des infrastructures, on est proche des sous-sols de bâtiments, donc il y a des risques d'infiltration. Et donc c'est là où nous, on vient prendre tout notre intérêt. Donc on a créé une solution qui est modulaire, que vous voyez à l'écran, qui vraiment est dédiée à l'urbain, qui recrée le cycle de l'eau qui existe dans la nature, mais pour la ville. Donc le principe, c'est que, vous voyez sur la gauche, on a un peu comme un module Lego en 3 parties. Une nappe phréatique qui vient collecter des eaux de ruissellement dans la ville, sur les routes, les trottoirs, les gouttières. Ensuite, on a un filtre qui vient éliminer les polluants urbains, donc les hydrocarbures ou autres polluants. Et puis ensuite, on a un substrat qui est spécifique, qui permet de favoriser le maintien de l'hygrométrie toute l'année, qui stabilise le sol, qui maintient une bonne fertilité et qui favorise la remontée capillaire pour les plantes. Donc l'idée, c'est de recréer un sol le plus efficace possible pour l'évapotranspiration dans des endroits où naturellement on n'a plus accès à un sol naturel. Donc voilà un peu ce à quoi ça ressemble. Comment ça se pose? On va le poser de 2 manières différentes. Soit intégré dans le sol, comme vous voyez sur la gauche. Donc là, le principe, c'est juste de venir le long des routes, des trottoirs, des pistes cyclables, donc toutes les surfaces imperméables qu'on va avoir dans la ville. On va être enterré jusqu'à 1,20 m de profondeur, hein, donc c'est vraiment des infrastructures assez légères. On va venir récupérer les eaux pluviales, soit via des égouts ou du ruissellement à la surface, hein, donc via des caniveaux à fente, par exemple. Et on va stocker donc différents litrages. Vous voyez sur la gauche, il y a un système qui est assez imposant, donc on va aller jusqu'à quasiment 2 mètres cubes au mètre linéaire. Et puis au milieu, on a des modules un petit peu plus contraints où on va être à environ un demi-mètre cube, donc 500 litres au mètre linéaire. L'idée à travers ça, c'est de recréer une sorte d'aqueduc végétalisé dans la ville. Donc on vient récupérer ces eaux pluviales quand il pleut en automne et en hiver. On remplit nos nappes, on filtre progressivement ces eaux et ensuite on va irriguer pendant tout le reste de l'année. Donc on arrive à tenir jusqu'à 3 mois de canicule et de sécheresse intense sans aucune goutte de pluie. Et donc comme ça on arrive complètement à couper tout arrosage de la végétalisation qu'on peut avoir en ville. Et ensuite on a des systèmes que vous voyez sur la droite qui sont plutôt des systèmes proches du bâtiment. Où là il y a une grosse question aujourd'hui parce que pour recréer de la fraîcheur proche des bâtiments, souvent il y a des dalles, hein, donc des parkings ou des surdalles, on ne peut pas creuser. Et donc là on va poser des bacs raccordés à des gouttières, donc ça ressemble un petit peu plus à du mobilier urbain. Et on va venir dévier du coup des écoulements venant des toitures. Donc quelques photos.
pour vous montrer. En gros, l'idée, c'est pas du tout de dénaturer l'espace public. C'est quelque chose qui vient vraiment s'intégrer dans n'importe quelle architecture. Donc, vous voyez sur la gauche, là, le triangle un peu en bas à gauche, vous avez des systèmes complètement enterrés dans le sol. Donc peut-être que vous êtes déjà passé à côté d'une installation Vertuo, mais sans vous dire que c'est une installation particulière, parce que l'idée c'est complètement de se fondre dans le paysage, au détail près que du coup on va vraiment recréer un cycle de l'eau fermé sur chacune de ces routes-là. C'est-à-dire que sur les routes là que vous voyez en bas, il n'y a aucune goutte d'eau de pluie qui va aller dans le réseau. On va réussir à recréer un cycle complètement fermé. Et ensuite sur la droite, vous avez quelques aménagements type un peu mobilier, notamment donc, en haut à droite sur le parvis de la Défense, où là c'est vraiment des zones où on n'a pas le choix, parce qu'on est sur des dalles, hein, donc en dessous on a des réseaux, métro, etc., des parkings. Et donc là on recrée en fait des systèmes qui, à travers une dalle perméable que vous voyez en pavé blanc, on va récupérer l'eau, stocker, refiltrer et recréer une zone végétalisée complètement autonome en arrosage. Alors les avantages évidents, le premier c'est que déjà, on le voit bien, la ressource en eau est complètement erratique ces derniers temps. On a eu deux beaux exemples, hein, l'année 2023, l'année la plus sèche, avec 70% des nappes phréatiques qui étaient quasiment à sec. Cette année c'est tout l'inverse, on a des grosses crises, des grosses inondations, notamment dans le sud. Et en fait c'est un vrai sujet aujourd'hui pour tout propriétaire foncier, on va dire, de réguler, de gérer cette ressource en eau. Et donc on va dire le premier pain point qu'on va réussir à enlever aux gestionnaires des villes, c'est de se dire, vous créez n'importe quel espace végétalisé sans aucune consommation d'eau potable. Aujourd'hui, on a 130 sites déployés en France, aussi bien en zone méditerranéenne que climat océanique ou continental. Et aujourd'hui, aucun de nos sites n'est arrosé, n'est irrigué, aucun n'est dépendant de ressources en eau. Donc uniquement par la collecte des eaux de pluie l'automne et l'hiver, on arrive à autonomiser des surfaces végétalisées plus ou moins grandes selon la région. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est que forcément, à partir du moment où on recrée un système qui est fertile et qui est autonome, il y a beaucoup moins d'entretien. On le voit bien, une forêt n'a pas besoin d'entretien. C'est un peu l'idée, c'est qu'à partir du moment où on stabilise un sol qui a une bonne fertilité, on développe un bon couvert végétal qui va se dégrader, qui va du coup apporter de la matière organique, qui va enrichir le sol. Donc du coup, on recrée un sol qui n'a plus besoin d'arrosage d'une part et qui n'a pas besoin d'intrants, de fertilisants pour alimenter en nutriments le sol. Et donc du coup, aujourd'hui, le recul qu'on a sur les premiers sites qu'on a déployés en 2020, c'est que malgré zéro entretien et zéro arrosage, on a un couvert végétal qui est dense, on a des haies qui se développent à 2,50 m de hauteur, un vrai tissu végétal. Donc on recrée une haie végétale qui crée de la séparation en ville par la nature et surtout qui ne va pas alourdir les coûts de gestion des villes. Le troisième point, c'est la durabilité, c'est que du coup, aujourd'hui, beaucoup de chiffres sont publiés en se disant les villes veulent planter 10 000 arbres, 50 000 arbres, 100 000 arbres, créer des hectares de végétation. C'est une super belle promesse et il faut aller par là. Seulement, ce qu'il faut regarder, c'est aussi derrière ce qui reste. C'est-à-dire que ça sert à rien d'investir à un instant T si 3 ans après, on a perdu 50% de la canopée végétale parce que le sol a souffert d'aléas, de sécheresse ou alors n'est plus amendé comme il le faut. Et donc ça, c'est un point qu'on surveille, c'est-à-dire qu'on veille à ce qu'il y ait vraiment une durabilité dans les sols concrets. C'est-à-dire que nous, on n'a quasiment pas de perte, hein, c'est 1% de perte à partir du moment où on plante le végétal dans nos sols. Et comme il n'y a pas besoin d'alimentation, d'intrants, d'eau, en fait, nos sols se stabilisent toute l'année. Qu'il y ait beaucoup de pluie ou qu'il n'y ait pas suffisamment de pluie, on a toujours un couvert végétal qui se développe, qui se densifie et qui apporte du coup tous ces bienfaits. Et bien sûr, donc l'élément qui est ultra important sur la végétation, c'est le rafraîchissement, puisque du coup la nature est un climatiseur naturel. Les plantes, elles vont puiser dans le sol par leurs racines l'eau disponible et elles vont transpirer par leurs feuilles, c'est l'évapotranspiration. Et c'est ça qui contribue, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, à favoriser à la lutte contre les îlots de chaleur. Et donc ce qui est ultra important, c'est que il ne suffit pas de planter n'importe quoi pour rafraîchir une ville. Déjà, il y a un choix des plantations. Certaines plantes vont plus évapotranspirer que d'autres. Mais aussi, il y a le sol. C'est-à-dire que si on met une plante qui est ultra évapotranspirante, mais dans un sol qui a une hygrométrie, une humidité qui est très très faible, ça ne sert à rien. Elle ne va pas rafraîchir, elle va plutôt se mettre en stress. Donc déjà, ça ne sera pas très beau. Et en plus, on ne va pas réussir à apporter de la fraîcheur. Et donc c'est ça aussi que nous, on va apporter comme garantie derrière. C'est-à-dire on arrive à maintenir un sol avec une hygrométrie stabilisée toute l'année. On est passé à travers des canicules de 30, 40, 50 jours.
Et en fait, en moyenne, ce qu'on mesure partout en France, c'est qu'on a 7 degrés d'écart mesurés au sol. Donc c'est pas l'UTCI, c'est pas la température ressentie, mais c'est la température mesurée au sol qui est toujours de 7 degrés plus bas que n'importe quel milieu planté qu'on pourrait avoir dans les mêmes conditions. Donc encore une fois, c'est la garantie de recréer dans la ville le sol le plus favorable, le plus pérenne possible par rapport à l'épanouissement des plantes. Et puis le dernier point qui est ultra important, c'est végétaliser partout dans la ville, ça veut dire y compris les zones où aujourd'hui ça serait trop coûteux de revégétaliser. Donc l'exemple le plus emblématique, c'est le parvis de la Défense, parce qu'on est sur des énormes dalles et qu'il y a des contraintes de poids, il y a des contraintes d'eau, il n'y a pas d'eau qui arrive au milieu de la dalle. Donc tout ce type de système-là, c'est ultra important de quand même végétaliser, parce que l'été, quand on fait des mesures sur la dalle de la Défense, la température elle monte à plus de 60 degrés au sol, donc ce qui est complètement invivable. Donc il faut réussir à quand même trouver des solutions pour végétaliser ce type d'architecture. Et donc avec ce type de bacs qu'on voit là, qui sont complètement étanches, on arrive du coup à quand même recréer ce cycle de l'eau complet. Alors quelques exemples de projets pour vous compreniez un petit peu. Aujourd'hui, donc nous on est né à Paris. Le premier projet qu'on a fait en avril 2021, c'est une rue à Aubervilliers, donc qui est juste à côté de la porte d'Aubervilliers, une rue de 100 mètres de long. Donc vous voyez en fait un peu le principe. C'est-à-dire que vous allez avoir une bande végétale complète le long de la route. Et on recrée un cycle fermé, c'est-à-dire qu'elle va collecter toutes les eaux pluviales qui tombent sur la rue. On va recréer du coup une haie qui va monter à 2,50 m de hauteur et qui va ensuite aussi progressivement infiltrer son eau une fois qu'elle sera filtrée. Donc une fois qu'on aura éliminé tous les polluants, infiltrer l'eau dans le parc qui est juste à côté. Donc c'est vraiment la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'on va récupérer les eaux qui sont polluées dans la ville, les filtrer, irriguer et ensuite faire que ces eaux progressivement, sans inonder le sol, retournent aux véritables nappes phréatiques qui sont en sous-sol. Ensuite, donc d'autres aménagements un petit peu plus légers. Donc avec un mobilier, donc par exemple ça c'est ce qu'on va faire dans des zones où on ne peut pas creuser le sol, donc raccordé à des gouttières. Donc vous voyez on arrive quand même sur des systèmes qui sont autoportants, puisque là on est complètement autonome, on est sur des bacs qui sont plus légers. On arrive à créer des zones de fraîcheur avec de la végétation qui est suffisamment dense et qui en plus est ici sur un choix 100% endémique, donc c'est une végétation qui va avoir un impact favorable pour la biodiversité locale. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis n'hésitez pas à venir nous voir. Nous sommes tous sur le stand du pavillon Météo France. Merci Baptiste. Donc on arrive à la fin de cette demi-heure. Merci à tous d'avoir assisté à ces présentations. 2 personnes déjà passionnées. Il y en a d'autres sur le stand. On a beaucoup de services à votre service. Espérant pouvoir répondre à l'engagement que je sais que vous avez auprès de vos administrés pour faire face aux défis de l'adaptation au changement climatique auxquels vous allez devoir faire face aujourd'hui. Voilà, donc venez nous rencontrer. Plein d'autres personnes passionnées et passionnantes sur le stand pour découvrir l'ensemble des services que nous mettons à disposition. Écoutez vos besoins aussi, vous en avez peut-être. On est là pour ça, pour les écouter, pour les prendre en compte et développer ces services dont vous avez besoin. Merci.